Est-ce un soir, autour d'une cheminée dans un palais germanique, ou bien au bivouac après une bataille, que s'est imposée aux deux amis l'idée de ce lieu singulier, le bout du monde, le désert. L'un, Benoît, le confident de Charlemagne, fondateur quelques années plus tôt du plus important monastère bénédictin d'Europe, Agnan. L'autre, Guillaume, Guillem en languedocien, le cousin de Charlemagne, le célèbre guerrier, fourbu de tant de combats sanglants livrés aux quatre coins de l'Empire. Il a décidé de se retirer du monde. Alors oui, pourquoi pas cette vallée de Gélone, située à 2 pas d'Agnan? Une retraite idéale pour fonder un monastère. Là-bas, mon ami, tu pourras oublier le tumulte des armes, le fracas des villes incendiées, les cris des hommes que tu as tués. Là-bas, au désert, tu pourras mener une vie sainte et rencontrer Dieu. Le seigneur Guillem, qui traverse à gué les gorges de l'Hérault, n'est pas un pénitent ordinaire. 2 fois marié, père de nombreux enfants, homme de pouvoir. Venu d'Agnan, les moines instruits et dévoués ne manquent pas pour l'assister dans son projet. Et sa fortune lui permet de financer les premiers travaux. Le matériau de construction, du tuf, est extrait sur place, à quelques pas du chantier, sous le socle de la future abbaye. Une tour est érigée au flanc de la première église abbatiale. Celle-ci sera agrandie et remaniée au cours du XIe siècle, avec son célèbre et monumental chevet, bâti juste au-dessus de la crypte primitive. Espace essentiel du monastère, voué à la déambulation, la méditation et la prière, le cloître est entrepris. Il évoluera constamment du XIe au XIVe siècle. Comme dans toute l'Europe à la même époque, les monastères sont de véritables centres de production économique, essentiellement agricoles, autour desquels s'organisent les territoires. De plus, l'abbaye abrite un trésor inestimable, offert par Charlemagne en personne. Un fragment de la vraie croix. Une telle relique, associée au nom de Guillem, le guerrier mythique devenu saint homme, attire bientôt en foule fidèles et pèlerins, comme elle les attire encore de nos jours. L'heure n'est pas encore aux querelles de clochers. Les abbayes d'Agnan et de Gélone décident ensemble la construction du Pont du Diable. Un ouvrage d'art exceptionnel pour l'époque, point de passage essentiel entre les vallées. Il facilite la venue des pèlerins, toujours plus nombreux, mais aussi celle des équipes d'artisans et de sculpteurs qui, pendant des décennies, vont contribuer à l'éclat du monastère par la création des décors sculptés du cloître. De ce cloître idéal, l'un des plus beaux du monde à cette époque, nous ne pouvons plus qu'imaginer la richesse et la diversité des formes qu'il proposait au regard. Avec ses successions de personnages évangéliques, avec ses figures espiègles et drôlatiques, ou bien allégoriques, avec sa végétation de pierre, où abondent les feuilles d'acanthe, chères aux sculpteurs de l'Antiquité, avec, dans l'église abbatiale toute proche, les inventifs et complexes motifs géométriques d'époque carolingienne. Avec, ci ou là, des bustes antiques réemployés. Dans un angle du cloître, une merveilleuse fontaine sphérique. Et, plus tardivement,
les premières sculptures où se manifeste l'influence gothique. Enfin, avec l'exceptionnel autel roman, en marbre incrusté de verre coloré. L'abbaye est prospère. Construction, acquisition et extension se poursuivent. Moulins, chapelles, oliveraies. À l'abbaye, une seconde galerie en étage est construite pour des commodités de circulation des moines lors de grands pèlerinages. Le seigneur Guillem, Saint Guillem, est mort depuis bien longtemps. Quelle trace garde-t-on de lui aujourd'hui? Une crypte où son sarcophage a reçu longtemps l'hommage de milliers de pèlerins? Un reliquaire rempli de quelques ossements? Un coin de cellule qui l'occupa, pense-t-on? Mais au Moyen-Âge, sa légende n'a cessé de s'agrémenter de nouveaux chapitres et de nouveaux noms. Guillaume Fierbras, Guillaume Cournet ou Guillaume d'Orange, en souvenir d'un siège victorieux auquel il n'a pourtant jamais participé. L'Europe des XVe et XVIe siècles connaît une période de déclin spirituel, aggravée par les grandes épidémies. La nomination des abbés s'effectue désormais sur des critères honorifiques ou politiques. Les monastères sont dirigés de loin, par des personnalités qui en touchent des revenus mais n'y résident pas et ne participent plus à leur vie spirituelle. Les vocations de moines diminuent. À la même époque, venues du nord de l'Europe, les idées réformatrices de Martin Luther, radicalisées par Jean Calvin, enflamment les esprits. Des protestants méridionaux en armes arrivent dans la vallée, hostiles à l'Église de Rome, à la représentation des saints et à la vénération des reliques. À Aniane, ils détruisent presque entièrement le monastère fondé par Benoît. À Saint-Guillem-le-Désert, où les moines ont pris la fuite, ils ne passent que quelques jours. Un court délai, pourtant suffisant pour mutiler un grand nombre de figures sculptées du cloître. Et pour ouvrir et fracasser les sarcophages de marbre où, croyait-il, reposaient les restes de Guillem et ceux de ses sœurs, Alban et Bertram. Saint-Guillem-le-Désert ne se serait pas relevé sans une aide extérieure. Elle viendra d'Île-de-France, grâce aux bénédictins de Saint-Maur. Les XVIIe et XVIIIe siècles marquent un renouveau de la foi catholique. En réaction aux doutes protestants, place à l'exaltation, à l'apparat et aux décors allégoriques. À Saint-Guillem, un autel en marbre sculpté encadré d'anges ailés, de grands tableaux d'inspiration baroque et un grand orgue. De nouveaux bâtiments d'habitation sont construits, dans l'espoir d'une relance des vocations monastiques. Très érudits, les mauristes rassemblent une précieuse documentation sur le patrimoine religieux du royaume de France, comprenant notamment des relevés, comme ce plan de Saint-Guillem, dont même le nom du dessinateur nous est connu, frère Robert Plouvier. Mais l'élan de la contre-réforme catholique s'essouffle peu à peu, et à la veille de la Révolution, il ne reste plus à Saint-Guillem que quelques moines. Pour faire face à la banqueroute de l'État, la jeune assemblée constituante nationalise les biens du clergé. On expulse les moines, on met en vente les monuments religieux. À Saint-Guillem, les villageois réclament et obtiennent que l'abbatiale devienne leur église paroissiale, ce qui la sauve. On parle aussi de détruire le grand orgue, mais l'organiste le protège, en ayant la bonne idée d'y jouer des airs patriotiques. En revanche, les espaces monastiques sont mis en vente, à la découpe, en parcelles.
Un entrepreneur en maçonnerie rachète une partie du cloître. Belle réserve de pierres finement taillées, faciles à démonter pour d'autres chantiers de construction dans le village ou ailleurs. Le cloître est ainsi dépecé, segment par segment. En prime, le maçon offre, dit-on, à ses bons clients, des fragments de sculpture. Curiosités d'une époque révolue qui prennent place au coin d'un feu ou en ornement de façade dans les villages environnants, où l'on peut encore les reconnaître aujourd'hui. D'autres infortunes frappent l'abbaye. La salle capitulaire est démontée, ses accès au cloître obturés. Et en 1817, une inondation catastrophique provoque la ruine d'une partie des bâtiments mauristes. Qui se soucie du monument en ce début de 19e siècle où la notion de patrimoine historique émerge avec peine? Un cercle de notables, bientôt réunis pour fonder la Société archéologique de Montpellier, reconnaît la valeur artistique des sculptures du cloître et cherche à les acquérir pour les recueillir. Sur place, le curé de la paroisse, Léon Vinas, outré par les démontages, l'éparpillement, la destruction, établit une liste des éléments encore présents dans l'abbaye et les regroupe dans ce qu'il appelait lui-même la chapelle aux antiquités. Retour à Agnan, d'où toute l'histoire est partie, 1000 ans plus tôt. Pierre-Yon Vernière, juge de paix et membre de la Société archéologique de Montpellier, avait constitué une collection de plus de 150 éléments sculptés en provenance de Saint-Guilhem. Il les dispose dans son jardin, selon la mode romantique en vogue à l'époque. Certains jours, un public d'amateurs est invité à le visiter. 30 ans après sa mort, son fils met la collection en vente au lieu de la céder à la Société archéologique. Et pour les pierres sculptées du cloître, c'est le début d'un voyage inimaginable, toujours plus loin de la vallée où elles ont vu le jour et où elles ne reviendront plus. Tout d'abord, direction Carcassonne, chez un antiquaire. La collection change encore de main et traverse tout le pays en wagon de marchandises. Cette fois, Paris et la vitrine d'un marchand d'art sur le quai Voltaire, où la remarque un acheteur américain, George Gray Barnard, sculpteur, passionné de Moyen-Âge européen. Quelques années plus tard, au port du Havre, les figures sculptées embarquent pour un nouveau monde dont les hommes du Moyen-Âge ignoraient l'existence, et sur un océan qu'ils redoutaient plus que tout. Débarquées sans encombre à New York, elles rejoignent d'autres lots provenant de plusieurs abbayes françaises et espagnoles. Sur Washington Avenue, Gray Barnard installe dans son atelier le premier musée gothique d'Amérique, The Cloisters, les cloîtres. Il y dispose les pièces selon son goût. L'exposition remporte un immense succès. Aujourd'hui, les vestiges de l'abbaye sont sauvés, grâce au diocèse de Montpellier qui a racheté le site, grâce à la commune et à toutes les institutions publiques, nationales, régionales et départementales, qui ont su unir leurs efforts. Son caractère sacré demeure vivant, grâce au Carmel Saint-Joseph et aux innombrables fidèles qui, chaque année, franchissent le porche de l'abbatiale. Restent les questions qui intéressent les archéologues, les historiens et les architectes. Comment retracer les visages successifs de l'abbaye tout au long de cette histoire singulière à laquelle chaque époque a apporté de nouveaux rebondissements? Au Centre national de la recherche scientifique, les outils numériques ont permis de répondre partiellement à cette énigme. Les décorations sculptées posent les problèmes les plus ardus et les plus passionnants, puisque quantité de pièces de ce puzzle sont perdues ou bien éparpillées sur plusieurs continents. Alors il faut prendre le scanner laser 3D, procéder au relevé du cloître dans son état actuel et le confronter aux rares documents anciens. Puis emmener le scanner petit format en voyage partout où l'on a répertorié des éléments. À Montpellier,
au musée languedocien, à Saint-Guilhem, au musée de l'Abbaye, et à New York, dans le nouveau musée des cloîtres. Et à partir des nuages de points dans l'espace, recomposer les objets virtuels en 3 dimensions. Indexer chaque élément pour les étudier un à un, en recherchant leurs liens avec d'autres pièces. Voilà, c'est là. Dans l'espace immatériel des logiciels de modélisation, les pierres de Saint-Guilhem reviennent à l'abbaye. Et peu à peu, se dessinent des emboîtements, se retrouvent des emplacements dont le souvenir s'était évanoui dans les siècles. Et lorsque la surface plane de l'écran ne suffit plus aux chercheurs pour avancer, lorsque le puzzle a besoin de volume réel, ils impriment en 3 dimensions et à échelle réduite des répliques exactes des pierres sculptées et des blocs. Et ils poursuivent à la main le réassemblage des éléments afin de parvenir à une anastylose, vérification matérielle d'une hypothèse archéologique. En liaison avec les chercheurs et les historiens, les artisans réalisent à leur tour l'anastylose, cette fois à échelle réelle, avec les éléments véridiques retrouvés sur le site. Juste quelques arches, parmi les dizaines qui sont perdues à jamais. Mais le cloître que l'on visite, l'abbatiale où l'on se recueille, ce réfectoire où les vestiges sculptés sont exposés, ne sont pas des lieux mélancoliques, attristés par l'absence de ce qui fut et qui n'est plus. Ils ont été les acteurs principaux d'une incroyable aventure qui court à travers les siècles et les continents, les voyages du cloître.